Bien, dans ce nouveau chapitre, nous allons essayer de nous intéresser un petit peu à ce qui se passe pour des fluides un petit peu plus réels que l'immatériel gaz parfait dont on a parlé dans le dernier chapitre. Définir aussi ce qu'on appelle une phase condensée, c'est en fait les liquides et les solides, et aussi regarder un petit peu plus en détail ce qui se passe pour les changements d'état. C'est notre dernier chapitre d'introduction à la thermodynamique au sens vocabulaire. On va essayer de regarder un petit peu tout ce qui correspond et tout ce dont on peut parler, faire intervenir notamment le diagramme de Clapeyron et quand même déjà pouvoir dire des choses sur le comportement d'un liquide et de sa phase gazeuse. Ce sera déjà assez intéressant et assez important. Mais il n'y a que le prochain chapitre dans lequel on va vraiment commencer la thermodynamique avec les aspects énergétiques. Alors, pour la première partie, donc on va essayer de s'intéresser aux fluides réels et aux phases condensées, et en particulier voir un petit peu ce qui se passe avec les équations d'état et des gaz réels. Alors ce qu'il faut déjà noter, c'est que le gaz parfait, c'est en règle générale une excellente approximation. Excellente approximation, ça veut dire que à moins de 1% près, PV égale nRT va être tout le temps vérifié dans les gaz qu'on va considérer en temps normal. Et donc, dans tous les exercices, on va considérer des gaz parfaits, la plupart du temps. De temps en temps, soit parce qu'on veut voir un petit peu les limites du modèle, soit parce que justement les conditions sont assez exceptionnelles, il va falloir prendre un caractère un petit peu plus détaillé de cette modélisation. Et on peut voir un certain nombre d'écarts à l'équation des gaz parfaits. Alors la première chose qu'on peut regarder, c'est si on se met dans ce qu'on appelle le diagramme de Clapeyron. Donc le diagramme de Clapeyron consiste à représenter la pression du gaz ou de votre fluide en fonction du volume massique. Je vous rappelle que ce petit v, ça veut dire que c'est le volume occupé par 1 kg de votre fluide, donc le volume par unité de masse. Donc si on regarde P en fonction du volume massique, eh bien normalement, si on a un gaz parfait, vous avez que PV c'est égal à nRT, que P du coup c'est égal à N sur VRT. Si je multiplie et je divise par la masse molaire, donc c'est RT sur MV, là je me retrouve avec la masse de la masse du gaz, et la masse divisée par le volume c'est la masse volumique, et le volume divisé par la masse c'est justement le volume massique. Donc je me retrouve avec du 1 sur V RT sur M. Je devrais donc avoir une forme hyperbolique. Si on fait des mesures de la pression en fonction du volume, on se rend compte qu'on obtient un truc qui fait comme ça. Et là on se dit chouette, parce que ça correspond, à l'œil, ça ressemble bien à une hyperbole. L'hyperbole, normalement, elle part vers l'infini ici, elle va vers 0 de ce côté-là, et bah, ça a l'air de ressembler à une hyperbole. Sauf que si on fait effectivement l'ajustement, on se rend compte que l'hyperbole, elle marche bien ici, mais à mesure que la pression augmente, on a tendance à s'éloigner de ce caractère hyperbolique en 1 sur V. Là, c'est un truc qui serait en alpha sur V et qui représenterait le gaz parfait. Et donc, il y a un certain écart. Mais il faut déjà regarder bien en détail pour réussir à avoir une chance de voir quel est l'écart correspondant. Alors pour pouvoir apprécier cet écart un petit peu plus précisément, on peut faire ce qu'on appelle un diagramme d'Amaga, de monsieur Amaga, qui a inventé ce diagramme. Et le diagramme d'Amaga, il revient à représenter le produit de la pression par le volume massique, histoire d'avoir des quantités qui soient intensives, et en fonction de la pression. Et là on peut se poser la question, qu'est-ce qu'on devrait avoir pour un gaz parfait? Si j'ai un gaz parfait, vous devriez avoir PV égale nRT, toujours pareil. Donc si je divise par la masse, j'ai le droit de diviser par la masse à droite et à gauche. Là,
V sur M, bah, c'est justement le volume massique, donc ça correspond à P fois petit v. Et de l'autre côté, N sur M, bah, c'est petit n sur N, ça nous donne la masse molaire, donc j'ai du RT sur M. On retrouve le RT sur M qui était là, hein, c'est P petit v égale RT sur M d'après l'autre équation. Et ça, c'est indépendant de la pression. Ça ne dépend que de la température. Si j'ai fixé la température, et puis j'ai fixé mon gaz, donc sa masse molaire, j'ai un truc qui devrait rester constant. Donc le gaz parfait, il devrait, pour une température donnée, hop, T1, il devrait être ici. Si je prends un T2, hop, il devrait être là. T2, ici, vous voyez, comment est-ce qu'il est par rapport à T1 ? Étant donné que mon produit PV est plus petit, j'ai forcément que de T2 est inférieur à T1. Et en gros, je devrais avoir ce comportement-là. Et donc des droites horizontales. Et les droites horizontales, c'est quand même beaucoup plus facile de voir un écart à une droite horizontale qu'un écart à une hyperbole dont on connaît à peu près la tête, mais pas dans le détail. Et là, si on regarde les points de mesure, on va les mettre en couleur, vous avez des points de mesure qui sont là et puis qui ont tendance à faire ça, à s'écarter de la droite horizontale. Et pareil, pour les rouges, on va avoir quelque chose qui s'écarte de la droite horizontale. Donc déjà s'écarte de la droite et ensuite, très clairement, on voit que ce ne sera pas horizontal. D'où un caractère où on voit qu'on s'éloigne du comportement du gaz parfait. Donc ces diagrammes-là servent, enfin le diagramme d'Amaga principalement, sert à se rendre compte que un gaz ne se comporte pas, un gaz donné, sur lequel on peut faire des vraies mesures de pression, de volume et donc de volume massique. Donc ce gaz-là va avoir une évolution qui n'est pas gentiment celle du gaz parfait. Il tend vers le gaz parfait. À mesure que la pression tend vers zéro, donc ici ou comme ça, donc dans cette zone-là ou dans cette zone-là, ça tend à se comporter comme un gaz parfait, mais ça n'est pas un vrai gaz parfait à toute pression. Alors, un modèle possible qu'on peut introduire, c'est le modèle dit de Van der Waals. Van der Waals. Donc je vais souvent l'abréger VDW. Donc le modèle de Van der Waals, il s'écrit P plus N carré A sur V carré. Si vous vous souvenez, c'est un exemple que j'avais utilisé dans le dernier cours pour introduire la notion de volume molaire et puis de récupérer l'information sur un certain nombre de moles quand on a une relation donnée pour une mole. J'ai du V moins NB et c'est égal à NRT. Donc ça ressemble, si j'enlève ce terme-là, si petit a est égal à 0 et petit b est égal à 0, ça ressemble fortement, et ça me retrouve le caractère de gaz parfait. Mais ici, on se dit, le gaz parfait, c'est un truc qui est valable pour tous les gaz, quel que soit le type de gaz, et Van der Waals, c'en est un pour lequel le petit a et le petit b vont dépendre du gaz considéré. Mais pour un gaz considéré, vous allez avoir le même petit a et le même petit b. Et ça, c'est important. Quand vous regardez, là, je vous affiche un graphique pour lequel on a fait des mesures pour un même gaz. Et dans ce graphique-là, vous vous rendez compte que il y a des valeurs qui vont être différentes. Donc, dans le diagramme d'Amaga, on se rend compte que ça ne fonctionne pas. Donc, mais comme on l'a fait pour différentes températures, si on ajuste le petit a et le petit b sur les trois températures en même temps, et ça Python permet de faire un système pareil, donc on se rend compte que les trois courbes en même temps, j'ai mes ajustements de Van der Waals passent au travers des trois courbes en même temps, et donc ça fonctionne relativement bien. Alors, Van der Waals, vous n'avez pas à connaître l'équation, c'est pour ça que je ne l'ai que demi-encadrée. En revanche, déjà c'est une équation qui revient très souvent dans les exercices, donc il faut savoir au moins la manipuler parce que c'est la plus simple qu'on puisse faire et qu'il ne soit pas juste le gaz parfait. En revanche, l'interprétation des deux termes, ce terme en NB et ce terme-là, doit être connu. Le terme en NB,
c'est ce qu'on appelle le covolume. Et le terme n carré A sur V carré, c'est le terme qu'on appelle de pression moléculaire. Alors, au niveau vocabulaire, covolume, parce que c'est homogène à un volume, visiblement, et là, pression moléculaire, parce que P plus quelque chose, ce quelque chose-là, c'est forcément une pression. Donc, vous pouvez vous noter, je vais me noter là pour rester sur la même feuille, vous avez que NB, c'est le covolume, et c'est interprété, donc l'interprétation, c'est que vos particules, donc ça traduit le fait que les particules ne sont pas de volume nul. Vous voyez que quand on dilue les particules dans un volume qui est absolument énorme, le terme NB va être négligeable. Il va disparaître et j'aurai juste le volume et je m'en reviens au gaz parfait. En revanche, quand on commence à comprimer vraiment beaucoup, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de particules dans un petit volume, beaucoup plus que dans l'air à température et pression ambiante, à ce moment-là, les particules commencent à être serrées les unes sur les autres et le fait de supposer les particules comme rigoureusement ponctuelles, ça commence à être un petit peu difficile parce que, en gros, si vous imaginez vos particules comme des sphères dures, elles occupent un petit volume. Et justement, V moins NB, ça va être le volume effectivement accessible, le volume effectivement libre. Donc, en gros, le NB, ça correspond au volume, la somme des volumes occupés par toutes vos particules. Si vous les mettez toutes dans un coin, que vous arrivez à les tasser de sorte qu'il n'y ait pas de vide entre deux, à ce moment-là, ça vous donne ce NB. Et il y a un moment où, effectivement, si le volume disponible est plus petit que le volume qu'il faut pour simplement entasser les particules les unes à côté des autres parfaitement l'une contre l'autre, il commence à y avoir des problèmes et votre système va se comporter différemment. Ça va devenir un solide en fait, ou un liquide, et donc ça ne sera plus un gaz. Donc ça, les particules ne sont pas de volume nul, et c'est le terme de covolume. Le terme en pression moléculaire, donc le N carré A sur V carré, qu'on appelle la pression moléculaire, elle traduit l'interaction, traduit le fait que les particules du gaz interagissent un petit peu entre elles. Quand j'ai défini interagissent quand même un peu entre elles. Quand j'ai défini le gaz parfait, j'ai dit il y a trois conditions. 1, les particules sont ponctuelles. Vous voyez que là, Van der Waals prend en compte le fait que les particules ne sont pas ponctuelles. On en perd en généralité parce que le gaz parfait, c'était pour n'importe quelle particule. Là, le petit b va dépendre de la particule. Quand vous avez une grosse molécule, le petit b va être plus grand. Quand vous avez une petite molécule, il va être plus petite. Le deuxième chose, c'était, on supposait qu'il n'y avait aucune interaction entre particules. Ça veut dire que les particules ne s'attiraient ou ne se repoussaient pas. Et ça, voilà, Van der Waals le prend en compte et c'est ce terme de pression moléculaire. Alors, l'idée correspondante qui est derrière ça, c'est que pourquoi est-ce qu'on doit rajouter un terme? Quand vous êtes dans un gaz, au milieu, vous êtes attiré par toutes les particules. Il y a une interaction gravitationnelle et il y a aussi ce qu'on appelle les forces de Van der Waals qui sont des interactions de type électrostatique qui sont plutôt attirantes, donc plutôt attractives. Donc quand vous êtes au milieu, vous êtes attiré par tout le monde autour et donc finalement la force nette qui s'exerce sur vous est nulle. Donc en gros, vous baignez à l'intérieur de votre système et vous ne vous rendez pas compte qu'il y a tout le monde qui vous tire dessus parce qu'il vous tire dans toutes les directions. Finalement, on n'a pas trop d'influence derrière. En revanche, si vous êtes sur un bord, donc vous avez votre système, là il y a une paroi, vous êtes sur un bord. Toutes les particules qui constituent le système sont de ce côté-là. Et elles vont donc toutes vous tirer vers ce côté-là. Et donc ici, vers ma gauche. Là, vous avez votre particule qui va être tirée là, donc elle va avoir tendance à ralentir avant de taper
le mur et va donc taper le mur, la paroi, avec une force qui est moins importante et donc va exercer une pression qui finalement va être moins importante. Parce que tout le monde le ralentit. Si vous avez une particule qui dit « moi je vais prendre le mur, je vais me prendre le mur », et puis tous les autres ils disent « non, 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 attends, ralentis ». Donc il se prend le mur quand même, parce qu'il ne faut pas déconner, mais il se prend le mur beaucoup plus lentement et donc avec une pression qui va être moins grande. Résultat, ça, c'est la pression que vous auriez si la particule n'avait pas été ralentie. Et le P, en gros, c'est la pression qui est effectivement imposée sur la paroi parce que la particule a été ralentie. Et donc, cette pression moléculaire, c'est ce qui va retenir votre particule avant qu'elle essaye de se prendre le mur. Voilà. Et donc, comme dit, si on utilise les graphiques pour essayer de se ramener avec le modèle de Van der Waals, vous allez avoir une bien meilleure adéquation entre le comportement observé, les mesures, et le comportement théorique qui est ici. Alors ça a un prix, hein, c'est normal. Pour le gaz parfait, en fait, il n'y a rien qui est libre. Quand vous avez ça, vous avez la masse molaire, vous avez votre truc, R il est connu, T il est connu, donc tout est imposé et vous devriez avoir cette courbe-là. Vous n'avez rien à ajuster. Or, ou alors à la limite, la masse molaire, si jamais vous ne connaissez pas la masse molaire de votre gaz, ça permet de la déterminer. Or, pour Van der Waals, vous avez deux coefficients supplémentaires dans votre système. Donc si vous connaissez le nombre de moles qu'il y a dans votre système, vous pouvez exprimer ça, et ces deux coefficients supplémentaires sont autant de contraintes en moins sur vos mesures, ce qui vous permet d'ajuster beaucoup plus facilement. Plus vous avez de coefficients, plus c'est facile de faire passer une courbe par plein de points. Avec un nombre infini de coefficients, vous pouvez faire passer votre courbe par n'importe où. Mais quand même, ce qui est assez fort, c'est que quelle que soit la température, vous trouvez le même A et le même B, ou plus exactement, si vous faites à plusieurs températures et que vous faites le graphique, ça vous permet de trouver le A et le B qui correspondent à votre gaz. Donc pour un gaz donné, un A et un B donnés qui sont imposés et qui dépendent du coup du gaz. Alors, deuxième partie, on va essayer de définir les concepts de dilatation et de compressibilité. Donc, dilatation et compressibilité d'un fluide. Dilatation et compressibilité d'un fluide. Alors, ça n'est pas seulement pour un gaz, parce qu'on peut dilater un liquide et essayer de compresser un solide, justement, un liquide aussi. Et justement, on verra que le coefficient de compressibilité va être très petit pour un liquide, ce qui fait qu'on va pouvoir dire, dans une première approximation, que les liquides sont incompressibles. Alors, on a deux coefficients. On a le coefficient de dilatation dit isobar, parce qu'on reste à pression constante, alpha, et on a le coefficient de compressibilité isotherme, c'est-à-dire qu'on essaye de compresser un truc, mais on reste à température constante, et ça on va l'appeler T. Alors Ki, c'est la lettre grecque qui ressemble à X, que vous avez normalement déjà utilisé pour l'électronégativité en chimie, et on met un indice T pour dire que c'est isotherme. L'an prochain, vous introduirez Ki S, qui n'a rien à voir avec le jeu correspondant, mais qui est le coefficient de compressibilité isentropique, c'est-à-dire à S constant, et S on introduira que c'est la notation standard en thermodynamique pour l'entropie. Bon alors, là, si vous vous souvenez du nom, vous vous souvenez de l'expression. Je m'explique. Alpha, c'est le coefficient de dilatation isobar. En d'autres termes, on veut savoir comment le volume varie avec la température. Donc, il va faire intervenir, faites attention, je laisse une place ici, la variation de volume avec la température. Je mets des ronds parce que mon volume il peut dépendre de plusieurs variables, notamment la température et la pression. Donc PV égale nRT, V c'est nRT sur P, donc ça dépend à la fois de la température et de la pression.
C'est de la dilatation isobare, ça veut dire que justement, je me place à pression constante. Et en thermo, on l'indique comme ça en mettant une petite parenthèse avec un P. On peut mettre des parenthèses de chaque côté si on veut. Moi, très souvent, je l'écrirai avec juste une parenthèse comme ça. Bon, alors le problème tout de suite, quand vous voyez ça, cette quantité dV sur dt, elle est extensive, parce que c'est un extensif divisé par un intensif, donc un extensif. Donc ça dépend de la taille du système. Or, la dilatation, le coefficient de dilatation, on veut savoir si votre truc, il a tendance, enfin de combien il faut augmenter la température pour doubler le volume, mais je veux pas que ça dépende du volume. Dire, bah voilà, si vous êtes à telle température, il faut utiliser ça, si vous êtes à telle autre température, tel volume, il faut utiliser telle variation de température, si vous êtes à tel autre volume, telle autre variation, ça va pas aller. Donc pour le rendre intensif, donc, indépendant de la taille du système, il faut que je divise par un extensif, et le plus naturel, c'est de diviser par le volume. En d'autres termes, ce truc-là, c'est le pourcentage de variation de volume par unité de température. Donc, pourcentage de variation de volume par unité de température. Donc, celui-là, par contre, il faut connaître et savoir redonner la définition et utiliser la définition sans se tromper. Alors, vous voyez, c'est positif, c'est-à-dire quand vous chauffez, vous savez bien que vous avez tendance à dilater, c'est pour ça que ça s'appelle coefficient de dilatation. Si la température augmente, le volume tend à augmenter, donc dV sur dt est positif et l'ensemble est positif. Alors, le coefficient de compressibilité isotherme. Ce coefficient va faire intervenir la variation du volume en fonction de la pression. Ça veut dire que vous prenez votre volume, vous exercez une pression dessus, vous augmentez la pression et vous voulez savoir comment varie ce volume. Et il est isotherme parce que vous prenez cette dérivée à température constante. Alors naturellement, si vous appuyez sur quelque chose, prenez un ballon par exemple et vous appuyez dessus, le ballon il va diminuer de volume. Donc la variation de volume pour une augmentation de pression, elle est négative. dV sur dP va être négatif. Comme on veut quand même manipuler un truc qui est positif, on rajoute un moins dans la définition pour nous dire que pour tous les systèmes qui sont stables, on doit avoir un coefficient de compressibilité positif et un dV sur dP. Du coup, comme il est négatif, on rajoute ce moins dans la définition. Et de nouveau, on aimerait un truc qui ne dépend pas de la taille, parce que là, j'ai de l'extensif sur de l'intensif, donc de l'extensif. Donc, je vais diviser par le volume. Et j'ai de nouveau ici le pourcentage de variation de V, du volume, par unité de pression. Quand on augmente la pression de 10 pascal, par exemple, de quel pourcentage va varier le volume. Donc là, vous voyez, ces expressions sont de prime abord compliquées à retenir, mais si vous vous souvenez bien du nom, vous avez automatiquement votre valeur. Alors, petite remarque, si quitter est négatif, alors ça veut dire que dV sur dP à t constant est positif. Hein, donc ce truc-là est positif, ça c'est positif, ça volume est toujours positif, et le moins ça fait un truc négatif. Ça veut dire que si vous appuyez sur votre système, le volume augmente. Ça c'est caractéristique d'un système explosif, d'un système instable. Vous appuyez un peu dessus, et puis boum, ça explose. Donc ça c'est en général instable, explosif. Et donc, si dans un calcul, vous tombez sur un coefficient de compressibilité qui est négatif, qui est positif, pardon, non, qui est négatif, là, pour la peine, parce qu'on a bien mis le moins là-dedans. Donc, si vous avez un coefficient de compressibilité négatif, vous obtenez un problème, et donc, vraisemblablement, une erreur de signe quelque part dans votre calcul. Bon, alors, 2 minutes. Vous allez essayer de trouver alpha équité pour un gaz parfait. Vous connaissez l'expression du volume en fonction de la température et de la pression. Donc, arrêtez la vidéo, 2 minutes, cherchez-moi ça, les expressions. Petite indication, vous voyez que
la dimension de alpha, elle est en 1 sur T. C'est l'inverse d'une température, parce que V sur V, ça simplifie. De la même manière, QT va être en 1 sur une pression. V sur V, ça simplifie. Donc celui-là sera en Pascal -1, celui-là sera en température -1. Donc vérifiez que l'expression que vous avez est cohérente avec ce truc. Allez, à vous. Ok, c'est bon? Donc de mon côté, on va le faire. J'utilise la loi des gaz parfaits qui me dit que PV égale nRT, donc V c'est nRT sur P. Bon. Ensuite, je calcule la dérivée du volume par rapport à la température à pression constante dans l'idée d'obtenir une expression pour mon alpha. La température, c'est simplement proportionnel à la température. Cette dérivée, c'est nR sur P. P ne changeant pas, c'est considéré comme une constante lors de la dérivée. De même, la dérivée du volume par rapport à la pression à température constante va s'écrire relativement sympathiquement, puisque là, j'ai du nRT qui est une constante, et maintenant, il faut la dériver. Donc, je prends la dérivée de la pression de 1 sur P. Et 1 sur P, ça se dérive en -1 sur P carré. Donc j'ai du nRT multiplié par -1 sur P carré. Donc je me retrouve avec du moins nRT sur P carré. Vous voyez que effectivement, ma dérivée du volume en fonction de la pression est négative. Quand j'augmente la pression, le volume de gaz diminue. Ça semble relativement intuitif dans l'utilisation que vous faites habituellement des gaz. Bon. Il ne me reste plus qu'à faire le calcul. Alpha, c'est 1 sur V dV sur dt à pression constante, donc coefficient de dilatation isobar, c'est bien ça. Je remplace, ça me fait du nR sur PV, et PV, c'est nRT, donc ça me fait nR sur nRT, et donc finalement j'obtiens 1 sur T. J'ai bien quelque chose qui est inversement proportionnel à une température. En fait, c'est directement l'inverse de la température thermodynamique. Si je regarde, donc ça c'est le alpha pour le gaz parfait. Si je regarde le QT pour le gaz parfait, par définition c'est moins 1 sur V dV sur dP à T constant. Je remplace le dV sur dP, donc ça me fait moins 1 sur V multiplié par moins nRT sur P carré, très bien. Moins par moins, ça fait plus, donc j'ai du nRT sur P carré V, et nRT c'est PV, et donc il y a un PV qui se simplifie, et je me retrouve avec du 1 sur P. J'obtiens bien à nouveau que le coefficient de compressibilité est inversement proportionnel à une pression, et là c'est directement l'inverse de la pression. Pour le gaz parfait, vous voyez que plus la pression est grande, plus la pression est importante, plus il va être difficile de comprimer votre gaz. Inversement, plus la température est grande, moins une augmentation de 1 degré Kelvin de température va avoir d'influence. Quand vous passez de 3000 à 3001 Kelvin, finalement, votre gaz, il ne va pas tellement se dilater en volume. Alors que si vous passez de 1 à 2 Kelvin, ça reste entre 1 et 2 Kelvin, de toute façon, votre gaz ne sera pas un gaz en règle générale, même à cette température, même l'hélium n'est pas sous forme gazeuse. Ok, bon alors, petite astuce, au passage. Petite astuce, quand vous avez Van der Waals, donc Van der Waals, on l'avait écrit tout à l'heure, il était ici. Quand vous avez Van der Waals, alors dans PV égale nRT, c'est facile d'isoler le V, et donc de trouver les équations et la dérivée de V. Mais là-dedans, vous avez une équation d'ordre 3 en V. Il faut que j'en ai multiplié par V carré de chaque côté. Alors certes, Galois il s'est amusé à trouver une expression qui permettait de résoudre de manière exacte les équations d'ordre 3, mais c'est pénible. C'est pénible, en plus il faudrait discuter, on a 3 solutions, parmi ces 3 solutions il y en a une seule qui va être positive, donc ça va être un petit peu difficile à obtenir. Bref, donc en règle générale, c'est pas la bonne méthode d'isoler V et d'ensuite calculer dV sur dP. Mais on a que dV sur dP à T constant, c'est égal à l'inverse de la dérivée de P par rapport à V à T constant. Et ça, c'est relativement sympa, parce que la pression,
C'est pareil pour la température, hein. La pression, elle est facile à isoler là-dedans, de même que la température. La température, c'est direct, vous l'avez directement. Donc, par exemple, si j'écris la pression dans Van der Waals, donc Van der Waals, vous voyez que j'ai la pression, ça va être nRT sur V moins NB, auquel je soustrais ce n carré A sur V carré. C'est une expression qui dépend du volume, et donc je suis capable de calculer la dérivée de ce machin-là par rapport au volume, assez facilement. Ça me fait du 1 sur V moins NB au carré, là je vais avoir du V cube, du 2 sur V cube. Bref, on est capable de faire le calcul. Le faire n'a pas d'intérêt ici, mais si jamais quelqu'un vous le demande, là ça vous permet de l'obtenir. Notamment un sujet de l'X de l'an 2000 qui demandait de faire ça, et voilà, pour lequel on étudiait l'évolution pour un gaz de Van der Waals de cette compressibilité isotherme, et notamment on regardait les moments pour lesquels cette compressibilité changeait de signe, et pour lesquels on pouvait avoir un petit souci au niveau de ceci. Bon, allez, on a vu les gaz, on a vu la compressibilité et le coefficient de dilatation, et donc on va pouvoir faire le modèle d'une phase condensée incompressible et indilatable. Donc une phase condensée incompressible et indilatable. Alors, donc déjà, il faut définir ce que c'est qu'une phase condensée. Une phase condensée, c'est une phase qui ne prend pas beaucoup de place. Et donc, c'est une phase solide ou liquide. Par opposition aux gaz, qui ne sont du coup pas une phase condensée. Et ces phases condensées, elles sont très peu dilatables et compressibles, en vrai. Beaucoup moins qu'un gaz. Quand vous prenez un gaz, on peut imaginer, vous prenez un piston, vous pouvez imaginer appuyer sur ce piston pour comprimer le gaz. Vous mettez de l'eau à l'intérieur de ce piston, je peux vous dire que vous avez beau appuyer dessus, vous n'allez pas réussir à diminuer le volume de votre eau, et donc en pratique, ça va être problématique. Enfin, ça va être problématique, ça vous permet de faire des presses hydrauliques, c'est-à-dire que quand vous appuyez, ça appuie de la même manière de l'autre côté sans avoir de changement de volume, alors qu'avec un gaz, vous pouvez avoir un changement de volume. Donc, c'est très peu dilatable et très peu compressible. Alors, qu'est-ce que fait un physicien quand il a un truc qui varie très peu? Il dit que ça ne varie pas. On va essayer, donc, première approximation. Donc, en première approximation, on peut dire que ça ne varie pas. Et si ça ne varie pas, ça veut dire que V ne dépend pas de la température ni de la pression, donc les dérivées sont nulles, donc ça veut dire que alpha est nul et kt est nul aussi. Et ça, c'est mon modèle de phase incompressible et indilatable. Bien, alors, en général, quand on a une énergie interne molaire, c'est un truc qui dépend de la température et du volume molaire de votre matériau. Là, si vous dites que votre système n'est pas compressible, ça veut dire que quand vous prenez une mole de votre matériau, ce volume-là, si vous changez la température ou si vous changez la pression, ça ne change pas. Donc si ça c'est constant, ça veut dire que en fait, en pratique, votre énergie interne ne dépend quasiment que de la température. Et donc, on va dire que pour une phase condensée incompressible et indilatable, on va considérer que UM ne dépend que de la température, où UM c'est l'énergie interne molaire. Alors une remarque importante,
c'est la même chose que pour un gaz parfait. Pour un gaz parfait, on a prouvé que l'énergie interne, molaire, ne dépendait que de la température. Là, on est à l'autre bout. On a d'un côté les gaz qui prennent beaucoup de place, qui sont très loin les uns des autres, dont les molécules sont très loin les uns des autres. Et puis de l'autre côté, vous avez les phases condensées, les liquides, les solides, qui sont au contraire tous empaquetés. Et bien là, d'un côté comme de l'autre du spectre, vous avez que l'énergie interne est une fonction uniquement de la température. Donc, alors c'est une difficulté pour vous, notamment dans vos résumés, parce que finalement vous avez deux hypothèses complètement diamétralement opposées. Le gaz parfait d'un côté, la phase condensée incompressible indilatable de l'autre, puisque le gaz justement il est compressible, il est dilatable facilement. Eh bien on a quand même le même résultat, c'est que l'énergie interne ne dépend que de la température. Donc ça va être un résultat important à retenir dans notre système.